Donc, j'ai aujourd'hui le plaisir d'intervenir auprès de vous pour vous parler des troubles neurovisuels chez l'enfant. Mais du coup, avant de commencer, bien évidemment, je dois préciser qu'en tant que neuropsychologue, la présentation que je vais vous faire va être plutôt orientée sur une approche neurocognitive de ces troubles. Donc, par définition, les troubles neurovisuels caractérisent des perturbations de la vision qui sont liées à des atteintes de la voie, des voies visuelles postérieures. C'est-à-dire que les perturbations visuelles ne sont pas dues à un dysfonctionnement de l'œil en soi. Pour comprendre à quoi renvoient ces voies visuelles postérieures, je vous propose de décomposer progressivement le système visuel et nous verrons ainsi que l'appellation trouble neurovisuel recouvre une diversité de perturbations dont la nature va varier en fonction de la partie du système visuel qui est impliquée. Comme je vous le disais à l'instant, les troubles neurovisuels sont liés à des atteintes des voies visuelles postérieures. Et donc, avant d'aborder ces voies-là, je dois quand même préciser rapidement ce que l'on trouve au niveau antérieur. Donc, comme on parle de vision, le point de départ, c'est l'information visuelle qui nous provient de notre environnement et qui est captée par nos yeux au niveau de la rétine. Mon but, ce n'est pas de vous faire un cours sur l'anatomie de l'œil, mais juste de vous montrer que ici, vous avez que vous avez chaque œil qui reçoit une information qui provient de l'ensemble du champ visuel. C'est-à-dire que l'œil gauche va capter des informations qui vont provenir à la fois du champ de vision à droite et à gauche, et l'œil droit reçoit aussi des informations qui proviennent de la gauche et de la droite. En gros, les deux yeux reçoivent des informations qui proviennent de toutes les portions du champ visuel. À partir de l'œil va se former le nerf optique. Donc, c'est des fibres nerveuses qui proviennent d'un seul œil. Donc, vous voyez qu'il y a le nerf optique gauche et le nerf optique droit. Donc, des fibres nerveuses qui proviennent d'un seul œil, mais qui contiennent des informations qui codent pour l'ensemble du champ visuel. C'est par là que vont commencer à transiter les informations. Les informations arrivent ensuite à ce qu'on appelle le chiasma optique. Donc, c'est à partir de ce point-là, donc toutes les altérations qui vont perturber le chiasma optique et tout ce qui va se passer après, c'est à partir de là qu'on va commencer à parler de troubles neurovisuels. Le chiasma optique, vous le voyez à l'écran, c'est ici, c'est un point de croisement. C'est là que se fait la décussation de l'information visuelle. Ça veut dire quoi ce terme? Ça veut dire simplement qu'il va y avoir un croisement des fibres nerveuses qui vont permettre de ramener toute l'information du champ visuel qui est à droite vers l'hémisphère gauche et toute l'information du champ visuel gauche vers l'hémisphère droit. C'est important de comprendre ça parce que, comme je vous l'ai dit, le champ visuel, dans son ensemble, il est capté par nos deux yeux. Donc c'est important qu'à un moment donné, ces données soient rassemblées pour qu'un même point du champ de vision soit traité au même endroit dans le cerveau. Donc on rassemble cette information. Ensuite, l'information va continuer à transiter en passant par ce qu'on appelle le tractus optique. Donc le tractus optique, c'est ici, d'accord? Et donc là, on a maintenant les fibres nerveuses qui proviennent des deux yeux, mais qui ne vont considérer qu'une même portion du champ visuel. Donc tout à l'heure, le nerf optique, c'était des fibres nerveuses qui provenaient d'un seul œil, mais qui concernaient l'ensemble du champ visuel. Ben, le tractus optique, c'est des fibres nerveuses qui proviennent des deux yeux, mais qui vont concerner qu'un côté du champ visuel. Donc si c'est le tractus gauche, ça va concerner tout ce qui est perçu dans le champ visuel à droite. À partir de là, il va y avoir des premiers relais. Donc, juste, je mentionne très rapidement qu'une toute petite partie des fibres nerveuses va arriver jusqu'à ce qu'on appelle le colliculus supérieur. C'est juste une partie du cerveau qui va permettre le traitement de la perception, ce qu'on appelle inconsciente, qui est utile pour éduquer les patients qui sont atteints d'une cécité corticale, donc qui ont perdu la vision en raison d'une lésion cérébrale. Mais je n'irai pas plus en amont sur ce point. Par contre, ensuite, la majorité finalement des fibres nerveuses va arriver sur un premier relais qu'on appelle le corps genouillé latéral. C'est à partir de là que vont partir les radiations optiques pour pouvoir projeter et permettre à l'information visuelle de continuer de son chemin pour arriver jusqu'au cerveau, dans le cortex visuel primaire, donc au niveau du lobe occipital, qui est la partie du cerveau qui se trouve vraiment à l'arrière. Voilà, c'est la partie toute postérieure, c'est ce qu'on appelle le lobe occipital. Et c'est là la porte d'entrée de l'information visuelle au niveau du cerveau. Donc, partant de ce que je viens de vous présenter, on comprend que les dysfonctionnements qui vont intervenir entre le chiasma et le cortex visuel vont déjà occasionner des troubles que l'on va dire neurovisuels, qui vont impacter la perception du champ visuel.
et qu'en fait, le type d'amputation du champ visuel va dépendre de la partie de ce système qui va être atteinte et sur quel hémisphère, quel côté. D'accord ? Cette notion est importante car il faut bien comprendre que les conséquences fonctionnelles d'une atteinte du système visuel postérieur ne va pas avoir les mêmes répercussions, en tout cas, qu'une atteinte de l'œil. Dit très simplement, un borgne de l'œil gauche va continuer à capter des informations des deux champs visuels parce que son œil droit va capter de l'information à droite et capter de l'information à gauche. Alors que si on a une perturbation visuelle qui est due à une atteinte cérébrale à gauche, ben, pour les deux yeux, si on les teste isolément, on va avoir des perturbations dans le champ visuel droit. D'accord ? Peu importe l'œil qu'on va considérer. Donc ce n'est pas le même trouble. Donc parmi les atteintes que l'on peut avoir du champ visuel, on peut aller de la cécité corticale, où là, en gros, il y a une perte de toute sensation visuelle. Le patient est aveugle, mais ce n'est pas l'œil qui ne voit pas, c'est le cerveau. À quelque chose de plus localisé, plus latéralisé, donc d'un côté, donc des quadranopsies, là c'est un cadran du champ visuel qui est perturbé, ou ce qu'on appelle une hémianopsie latérale homonyme, et donc là je vous le disais, c'est si on est atteint par exemple hémisphérique gauche, eh bien, on va avoir le champ visuel à droite qui va être atteint pour les deux yeux. On peut aussi avoir des choses plus discrètes, si je peux appeler ça comme ça va être des trous, ce qu'on appelle des scotomes, des trous dans la vision. Ça va faire un petit peu comme des trous qui peuvent être soit centraux, soit périphériques. Il peut y en avoir un ou plusieurs. Et ça, en fait, le type d'amputation va dépendre de ce qui est atteint dans le système visuel. Ensuite, au-delà du cortex visuel, les informations elles vont continuer à transiter en s'organisant schématiquement, donc je dis bien schématiquement, en deux voies qui vont traiter les informations avec deux finalités différentes. La voie ventrale, donc c'est la voie du quoi, vous voyez, c'est la voie qui passe de lobe occipital vers le lobe temporal, donc ventral. Cette voie, elle nous permet l'identification et la reconnaissance visuelle de notre environnement. La voie dorsale, que l'on appelle aussi la voie du ou, donc qui passe par le dos du cerveau, si je peux dire ça comme ça, c'est une voie qui est occipito-pariétale et qui est plutôt dédiée à l'action, à la localisation des objets. Donc par exemple, vous voyez, j'ai un petit bureau, la voie ventrale, quel est cet objet qui est dans le coin à droite? On va essayer de l'identifier, alors que la voie dorsale, comment je fais pour saisir cet objet à droite? Ces deux voies, elles assurent donc des traitements cognitifs qui vont des plus simples aux plus complexes et qui vont nous permettre d'organiser et d'interpréter notre environnement. Et donc qui vont permettre aussi d'accéder à ce qu'on appelle la perception visuelle consciente. Donc on va parler d'abord de la voie ventrale, ou voie du quoi. Donc on a des modèles cognitifs qui nous permettent de schématiser les différents processus qui vont au final aboutir à la reconnaissance visuelle, puisque c'est la voie qui permet d'identifier. D'accord ? Et en premier lieu, on a les traitements dits visio-perceptifs. C'est des traitements qui ne supposent pas qu'on ait reconnu l'objet. C'est tous les traitements de la forme, en fait. Donc, par exemple, d'abord, quand on regarde un objet comme une pomme, il faut pouvoir la détecter, l'isoler des autres, notamment grâce à la façon dont elle se contraste du reste. Et donc, lors d'un bilan, ce qu'on peut faire, c'est proposer au patient des tâches comme celle-ci, où finalement, on va lui demander de détecter une forme dans une sorte de bruit visuel, et ce qui va pouvoir la détecter. Ensuite, on a ce qu'on appelle les traitements locaux et globaux. Donc c'est comment on va traiter le détail et la forme générale. Ça va nous permettre en fait d'avoir une sorte de première esquisse de l'objet, un dessin un petit peu schématique, donc de la forme de l'objet. Donc là, vous voyez, on voit un petit peu que c'est quelque chose de rond, on voit se dessiner un peu la globalité de cet objet-là. Et donc concrètement, en bilan, c'est des tâches où on peut demander au patient de nous montrer parmi des propositions laquelle est exactement identique au modèle, ou encore identifier qu'est-ce qui compose cette cible ici, quelles sont les formes qui la composent, ou encore, parmi les propositions en dessous, qui ont été un peu effacées, laquelle correspond à ce modèle-là. Donc vous voyez que dans ces tâches-là, on ne demande jamais au patient de reconnaître ce que c'est, puisqu'il a toujours tout à disposition. Ensuite, on arrive à ce qu'on appelle une représentation égocentrée, ça veut dire qu'on arrive à se représenter l'objet dans sa forme générale. C'est une représentation qui est dépendante de notre point de vue, donc on le voit que sous un seul angle, cet objet, mais on a une vision de sa forme qui est relativement constante. Donc par exemple, on peut tester ça en proposant au patient une épreuve où on va lui demander de retrouver cette forme-là dans les propositions. À chaque fois qu'il la voit de façon constante, hop, il nous dit où est-ce qu'il la repère.
Et enfin, on va pouvoir aboutir à une représentation, ce qu'on appelle centrée sur l'objet. En fait, concrètement, c'est une représentation 3D. On se représente l'objet en 3 dimensions, dans tous ses angles. Donc c'est plus centré sur ma perception à moi. J'ai vraiment une représentation 3D de cet objet. La pomme, je peux la visualiser. Et donc, c'est des tâches, par exemple, où on va demander au patient on lui présente ici, cette image-là. Il n'est pas obligé de la reconnaître et de savoir ce que c'est. Mais par contre, il va pouvoir me dire, parmi ces 2 propositions, laquelle lui correspond, mais vue sous un angle différent. D'accord ? Donc tout ça, ce sont ce qu'on appelle les étapes visio-perceptives, qui sont celles qui permettent d'aboutir à une représentation visuelle de l'objet. Et à partir de là, on va pouvoir le reconnaître, l'identifier, c'est-à-dire mettre en rapport cette représentation visuelle de l'objet avec nos connaissances. Déjà, en la comparant avec ce qu'on appelle les représentations visuelles structurales stockées, qui sont pictogènes, c'est-à-dire qu'elles sont visuelles. Donc en gros, l'idée, c'est ça qui va nous permettre, par exemple, de dessiner un objet de mémoire. Quand on nous montre des images, de dire si cet objet il est réel ou pas. Ou encore, de pouvoir compléter un objet dont une partie serait manquante. On choisit qu'est-ce qui lui correspond. Encore une fois, je n'ai pas besoin de le nommer cet objet pour pouvoir faire ça, mais simplement de me rappeler sa représentation visuelle. Et pour nommer l'objet, on arrive justement à la mise en relation avec nos représentations sémantiques. Ça veut dire tout ce que l'on a pu sémantiser sur cet objet, son nom, sa fonction. Donc, par exemple, c'est une pomme, on la mange, elle fait partie de la catégorie des fruits, son odeur et son goût sont sucrés, il peut y avoir diverses couleurs de pommes, enfin tout ce qu'on peut verbaliser sur cet objet. Et donc les tâches que l'on peut proposer aux patients pour apprécier ces niveaux-là, c'est par exemple des tâches d'appariement fonctionnel, où ici, on ne voit pas bien l'image, je suis navrée, mais on doit pouvoir mettre les clés avec le cadenas, ou sémantique, on rassemble le piano avec le violon parce que ça fait partie des instruments de musique. Donc évidemment, on sait que ces conceptions en termes de processus qui découlent les uns après les autres par étapes, ce n'est pas parfaitement représentatif de la complexité du système cognitif, mais vous voyez que ça a au moins le mérite de nous permettre de structurer notre analyse des troubles neurovisuels et de savoir quand on évalue un patient, qu'est-ce qu'on va pouvoir chercher. D'accord ? Et du coup, une fois qu'on sait mieux identifier les perturbations, pouvoir mieux cibler comment on va l'aider. Maintenant, on va aborder la voie dorsale, donc la voie du OU, celle qui est dédiée à l'action, la localisation. Donc, c'est elle qui permet de supporter les traitements visio-spatiaux. Et la littérature nous suggère qu'on puisse organiser ce qu'on appelle les processus visio-spatiaux selon différents types de traitements. Donc, par exemple, tout ce qui relève de la perception spatiale, donc la perception de la profondeur, de la localisation, de l'orientation. Et donc, c'est des tâches qu'on va pouvoir proposer aux patients comme celle-ci, où on va lui demander de nous dire quelles sont les 2 flèches qui pointent tout droit en direction du milieu de la cible. Ou celle-ci, est-ce que les points sont situés au même endroit dans les carrés? Ou encore celle-ci, est-ce que les 2 droites sont coupées en leur centre, en leur milieu? Vous voyez qu'il faut appréhender les choses en termes de perception spatiale. Des tâches de pensée spatiale, donc c'est ce qui permet la rotation mentale, la capacité qu'on a à se représenter quelque chose vraiment en 3D, la mémoire spatiale, donc par exemple des tâches où on demande aux patients de nous dire parmi les propositions qu'est-ce qui correspond à ce stimulus-là, mais vu sous un autre angle. Donc vraiment une représentation 3D de ces caractéristiques spatiales. Tout ce qui est l'orientation, alors égocentré, ça veut dire que c'est centré sur mon corps propre, c'est mon corps propre qui sert de référence spatiale, ma droite, ma gauche, le haut, le bas. Donc par exemple, là, l'enfant doit pouvoir repérer dans cette carte ce qui est la maison qui nous est montrée par ce chemin-là. Ou alors l'orientation encore topographique, où là, ça dépend plus de moi pour me repérer, c'est vraiment la relation des objets les uns avec les autres. C'est exocentré, leur position relative. Et donc là, c'est des tâches, par exemple, où on demande à l'enfant de nous dire, quel est l'élève qui est le plus loin, quel est l'élève qui est à la droite du professeur, à sa gauche, etc. Et on peut changer les points de vue comme ça. Et enfin, tout ce qui est attention visuelle, visio-spatiale, ça fait partie aussi des traitements qui sont assurés par cette voie. Donc ça va être typiquement les tâches de barrage, mais du coup, on va les appréhender d'une façon particulière parce qu'on va chercher à voir si l'enfant il a des biais d'orientation. Ça veut dire, est-ce que par exemple, il a tendance à s'orienter plus vers un côté que l'autre? Est-ce qu'il fait ses erreurs plus d'un côté que l'autre? Voilà, on va regarder comment il oriente son attention dans l'espace. Mais la voie dorsale, elle ne permet pas que de localiser, elle permet d'agir. Donc elle permet de saisir. Et donc au-delà de ces aspects de localisation, on a tout ce qui est tâches dites visio-constructives,
où là, en fait, ça suppose de l'enfant de mettre en œuvre ses compétences visio-spatiales avec en plus une composante motrice associée, dans le but de reconstruire l'espace. Donc c'est typiquement des tâches où l'enfant va faire des puzzles, en fait. On lui donne un modèle et il doit reconstituer le puzzle, soit sur du format 2D, au sens où c'est vraiment une image 2D avec un modèle à reproduire 2D, ou plus 3D. 3D, ça veut dire que ça suppose une construction qui va à la fois en hauteur et en profondeur. Mais finalement, dans les bilans spécialisés, il y a aussi tout ce qui est copie de figure géométrique qui fait partie de ce qu'on appelle la visioconstruction, parce qu'en fait, l'enfant doit reproduire un modèle en utilisant le graphisme comme un outil. Et on peut même interpréter dans ce cadre-là des tâches d'imitation de posture, puisque l'enfant, finalement, là, les pièces du puzzle, c'est sa main, et le modèle, c'est ce qu'on lui propose. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle la visioconstruction. Et enfin, la visiomotricité, c'est en gros tous les gestes visio-guidés, ça fait aussi partie de la sphère neurovisuelle. Et donc c'est tous les gestes qui vont demander une coordination fine entre le système visuel et le système moteur. C'est-à-dire que l'enfant n'a pas de problème moteur en soi, c'est vraiment la coordination œil-main qui pose souci. Et donc là, ça va être des tâches comme le fait de demander à l'enfant d'insérer très précisément une petite tige dans un petit trou et d'en mettre le plus possible en 30 secondes, ou encore de pouvoir tracer avec précision une route. Par exemple, ici, la petite moto qui doit rejoindre le drapeau, il faut tracer son chemin le plus vite possible, ou voire même des tâches d'enfilage de perles, comme ici, où par exemple, ça demande vraiment une précision du geste œil-main. D'accord ? Donc ça, ce sont des traitements qui sont assurés par la voie pariétale. Donc maintenant que je vous ai montré finalement tout ce que ça recouvrait, les troubles neurovisuels, du chiasma optique jusqu'à ces deux voies corticales, donc dorsale et ventrale, qu'est-ce qui peut nous alerter, qu'est-ce qui peut faire qu'on pense à un trouble neurovisuel chez les enfants ? Alors déjà, je préfère préciser d'emblée qu'effectivement, chez l'enfant, il faut tenir compte du développement. Donc la fonction visuelle est une fonction qui se développe, donc c'est pour ça que quand on évalue un enfant ou quand on l'apprécie, il faut prendre en compte la référence pour son âge, ce qu'on peut avoir comme attente pour son âge. Mais il faut aussi avoir la notion de plainte. Ça veut dire que, contrairement à d'autres troubles, il est assez rare que les enfants se plaignent directement de leur vision. Pourquoi ? Parce que, sauf cas exceptionnel où il y a eu une déficience visuelle qui vient de s'installer à cause d'un accident ou autre chez un enfant qui se développait très bien jusqu'à maintenant, la plupart du temps, le trouble, il existe depuis toujours. Donc l'enfant n'a jamais vu autrement. Il ne sait pas ce que c'est que voir normalement. Donc il ne se plaint pas puisque pour lui, sa vision est normale. Donc c'est vrai que la plainte est rarement directe. Donc c'est à nous de trouver, on va dire, les éléments d'alerte dans d'autres aspects de sa vie quotidienne. Par exemple, à l'école, ça peut être un enfant qui a une plainte à la lecture qui n'est pas parfaitement expliquée par le bilan orthophonique lorsqu'il recherche les processus sous-jacents. C'est-à-dire que ce n'est pas parfaitement expliqué par un problème de langage. Ça peut être une plainte à l'écriture chez un enfant qui n'a pas de difficulté globale dans sa motricité, mais vraiment des choses très localisées, qui pourraient nous faire suspecter un problème de coordination œil-main, par exemple. Ça peut être une plainte en géographie et en géométrie, parce que ce sont des activités qui font appel à la maîtrise spatiale par essence, ou encore des difficultés en calcul, quand tout ce qui est calcul posé, parce que poser une opération, c'est de l'organisation spatiale, mais même le calcul mental, parce que le calcul mental, on le sait, souvent on s'appuie sur des représentations visuelles des chiffres pour le faire. En dehors de l'école, c'est un enfant qui peut avoir des difficultés à s'orienter dans l'espace, mais aussi dans le temps, parce qu'on sait que les repères temporels chez le petit enfant se construisent avec des images visuelles. C'est aussi un enfant qui peut être maladroit dans sa vie de tous les jours, mais ce n'est pas vraiment expliqué. C'est-à-dire qu'il peut avoir des difficultés dans la manipulation des couverts, ou même chuter, avoir des problèmes à se cogner, tous les angles de porte c'est pour lui, tous les angles de mur c'est pour lui, voilà. Il a du mal à appréhender l'espace et la localisation des objets, ce qui fait qu'il chute. Et donc lorsqu'il va voir un praticien, un professionnel, peu importe sa discipline, il y a des signes d'appel aussi à repérer. Un enfant qui aurait une errance du regard, dont le regard n'est pas parfaitement fixé, on sent que ce regard n'est pas bien organisé. Des ajustements posturaux lors des tâches sous dépendance visuelle. C'est cet enfant qui se met de biais pour écrire ou qui va se pencher de façon complètement atypique ou même encore se mettre très près de sa feuille. Un enfant qui a des mouvements de tête dès qu'il doit mobiliser ses yeux. Voilà, des grands mouvements, alors ce n'est pas de façon suffisamment atypique pour que ça nous alerte. Des asymétries dans les erreurs. Un enfant qui va toujours faire les erreurs du même côté ou au même endroit, dans plusieurs tâches différentes. Et un manque de stratégie visuelle exploratoire, l'enfant qui appréhende les supports visuels de façon anarchique. Tout ça peut constituer un signe d'appel.
évidemment, si on objective des troubles sur des tâches à composante visuelle, qu'il y ait une participation motrice ou non, c'est un signe d'appel aussi pour se poser la question d'un trouble neurovisuel. J'arriverai sur mes dernières diapositives, à savoir donc le bilan neurovisuel, quels sont ses prérequis, c'est-à-dire que le bilan neurovisuel, évidemment, doit s'inscrire dans une démarche qui va vérifier que les voies visuelles périphériques sont intègres. Et donc, il faut un examen ophtalmologique et évidemment un examen orthoptique complet. Le bilan neurovisuel peut s'inscrire dans une démarche de complémentarité professionnelle, de pluridisciplinarité, parce qu'on aura besoin des données qui vont du bilan sensoriel jusqu'à une évaluation exhaustive, plus exhaustive de la cognition visuelle. Et c'est notamment en ce sens que la neuropsychologie, qui est du coup mon approche, peut avoir sa contribution, au sens où on va permettre de faire une exploration multimodale, c'est-à-dire qu'on va évaluer les compétences, mais pas que sous dépendance visuelle. Et du coup, on va pouvoir questionner la contribution d'autres facteurs cognitifs aux perturbations que l'on aura vues sur les tâches visuelles. Dit simplement, dans une tâche de barrage, l'enfant est en difficulté. Est-ce que c'est vraiment un problème spécifique à la modalité visuelle ou est-ce que finalement cet enfant a un trouble attentionnel généralisé qui s'observe aussi sur entrée auditive, donc pas que sur entrée visuelle? Et si vraiment il y a un trouble neurovisuel avéré, un authentique trouble neurovisuel, le bilan neuropsychologique peut aussi permettre de mieux apprécier les répercussions de ce trouble-là sur les autres compétences cognitives, et donc les répercussions que ça peut avoir dans le quotidien et dans la scolarité. Donc peu importe le praticien, le bilan neurovisuel doit s'intégrer dans une analyse intégrative, parce que je rappelle, le symptôme n'est pas la cause. Ce n'est pas parce qu'on observe un trouble dans des tâches neurovisuelles que c'est un trouble neurovisuel. Il faut vraiment avoir une démarche hypothético-déductive, donc avoir des référentiels théoriques, anatomiques, pour guider un petit peu le choix de nos épreuves et du coup leur interprétation. Pour essayer de hiérarchiser le diagnostic, pour éviter que l'enfant se retrouve avec autant de diagnostics que de professionnels qu'il aura consultés. Et du coup, pour sortir de cette logique accumulative des choses, toujours chercher à voir si le symptôme s'exprime de façon cohérente dans différents contextes. C'est aussi bien au niveau de la plainte des parents, dans les observations à l'école, dans les observations en situation de bilan et aussi sur les scores aux épreuves, pour éviter d'avoir une vision morcelée du problème, un petit peu comme cette illustration-là, parce que si on aborde un éléphant que par une partie de son corps, on peut tout de suite l'interpréter comme autre chose comme étant un éléphant. C'est pareil pour les troubles neurovisuels. Si on aborde le problème que sous un angle, on peut passer à côté d'une interprétation qui serait plus juste. Voilà, merci de votre attention.